Voilà, c'est parfait. Alors dis-moi Bon, Jean-Pierre, merci. Oui, vas-y. si Alors, jamais j'ai attends. un appel, tu ne vas pas couper. Non, non. Non, non, ça va aller, ça va aller. Impeccable. Bon, allez. Jean-Pierre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Jean-Pierre Mercier, je travaille à PSA, je suis ouvrier cariste et je suis militant lutte ouvrière et aussi militant syndicaliste. D'accord. Donc, cette audition, je trouvais intéressant de t'auditionner vu ta connaissance et ta place dans l'usine PSA pour voir un peu comment ça se passe dans cette crise épidémique. Donc, ma première question, c'est euh, globalement où en était PSA et notamment au niveau du rapport social avant la crise. Si tu peux me dire où on en était dans le rapport entre les salariés et l'entreprise et les usines. Bah, écoute, on est toujours un peu dans cette même situation où on travaille dans un groupe multimilliardaire qui est un très grand constructeur automobile avec à sa tête Carlos Tavares et un des principaux actionnaires, c'est la famille Peugeot, une des plus grandes fortunes de France, une des familles les plus puissantes de France de par leur position. Et la politique de la direction a toujours été constante, c'est-à-dire de euh, d'attaquer les salariés à la fois sur leur emploi, sur leurs droits collectifs, sur leur pouvoir d'achat, sur leur salaire, c'est-à-dire de toujours demander plus, sortir plus de véhicules avec beaucoup moins de salariés. C'est des attaques continuelles sur le fait de pousser dehors des salariés en CDI, d'en reprendre un peu moins en intérim, c'est-à-dire on a constaté une explosion du travail intérimaire, une explosion des cadences, une diminution sans précédent de la masse salariale. Et on était avant l'épidémie, en fait, on était avant la mobilisation pour défendre le système des retraites. On était sur une discussion avec la direction centrale sur un troisième accord de compétitivité qui préparait des attaques assez brutales sur la remise en cause des 35 heures, sur l'augmentation de la flexibilité du temps de travail et sur des attaques sur le reste de nos droits collectifs chez PSA. Alors, d'abord, la mobilisation sur la retraite a mis un frein, a suspendu cette attaque sur le troisième accord de compétitivité. Et après est arrivée l'épidémie et la crise sanitaire que l'on connaît. Alors, Alors, comment ça se... je dois Vas-y, dire vas-y. pour compléter le tableau, euh, PSA n'a jamais été aussi riche de son histoire. C'est une entreprise qui aujourd'hui a à peu près 18 milliards de cash flow, 18 milliards de liquidités, si on parle un terme plus compréhensible, avec 3,6 milliards, un nouveau record historique de bénéfices pour l'année 2019 à hauteur de 3,6 milliards et un versement des dividendes pour les actionnaires qui va se décider le 25 juin à hauteur de 1,1 milliard. Ces actionnaires n'ont absolument pas du tout envie ni la volonté de donner un seul centime dans la crise sanitaire que l'on traverse. Alors, donc ça, c'est la situation à l'entrée de la crise sanitaire. Comment l'entreprise, comment PSA se positionne au début du confinement? Comment ça se déroule? Écoute, le confinement est arrivé un peu comme dans les autres grandes entreprises, c'est-à-dire le 17 mars. Mais on a connu avant ce confinement du 17 mars, on a connu avec l'usine de Mulhouse, qui était dans l'œil du cyclone, suite au rassemblement religieux qui avait fait exploser la propagation du virus. On s'en rappelle maintenant. Une usine qui avait connu des dizaines de cas avérés et avec des hospitalisations. Mais pour autant, la direction avait continué, s'était acharnée à laisser cette usine tourner pour fabriquer des voitures. Et là, on a assisté jusqu'au 17, mais même 18-19 mars, à une politique, une volonté de la direction de faire tourner les usines jusqu'au dernier moment, jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment.
Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la direction a un problème assez naturel, assez compréhensible, assez logique. Elle a un problème d'avoir à travers le monde 700 000 véhicules en stock. En France, ça doit être aux alentours de 200 000 véhicules en stock qu'elle n'arrive pas à vendre puisque les concessions sont évidemment fermées. Et avoir fait tourner ces usines le plus longtemps possible avant le confinement, elle le paye aujourd'hui. Elle a un petit retour de bâton aujourd'hui. Après, durant le confinement, on a d'abord reçu un message très révélateur de Carlos Tavares envoyé à l'ensemble des salariés le 23 mars, c'est-à-dire une semaine après le confinement, qui, euh, qui, euh, qui martelait sur cette impatience, cette angoisse, cette impatience qu'il fallait relancer l'activité, qu'il fallait rouvrir les usines, qu'il fallait relancer la fabrication de véhicules. Alors, il y a eu une semaine plus tard une première tentative de la direction pour rouvrir dans certaines usines la production. Ça a abandonné parce que, bon, premièrement, on est quand même monté au créneau syndicalement. Et puis, il y avait un scandale qui s'annonçait et Carlos Tavares est quand même assez sensible sur l'image de marque de l'entreprise, de ne pas trop la ternir et de ne pas trop jouer. Disons, malgré la crise sanitaire, il faut qu'on produise quand même des voitures. Il y a eu une deuxième tentative qui a aussi été abandonnée. Et là, au niveau de la troisième tentative, ça se placerait plutôt vers le 4 mai, c'est-à-dire quand même avant la levée officielle du confinement. Mais donc toutes les usines ont été fermées, ont été confinées. Mais il y a un site, le site de Vesoul. C'est pas une usine de fabrication, c'est un immense dépôt de pièces détachées pour concessionnaires et pour garagistes, où là, l'activité a toujours été constante, à 50% à peu près, où on a eu, au dernier chiffre officiel de la direction, après, quand elle a donné ce chiffre-là, elle a arrêté de communiquer, il y a eu 128 cas suspects de salariés. Ça veut dire qui ont contracté le virus. Ça veut dire que les mesures barrières qui sont mises en place dans ce site ne fonctionnent pas. Et en plus, la région est quand même dans une région très affectée par l'épidémie. Et là, c'est révélateur de cette volonté des actionnaires et de la direction de PSA de faire continuer l'activité coûte que coûte. Et là, la dernière information que l'on a, c'est cette demande de la part de Carlos Tavares au gouvernement de rouvrir au plus vite les concessions automobiles pour pouvoir qu'ils vendent ces voitures. Voilà. Pour vendre les voitures, ça veut dire attraper du cash, de l'argent frais tout de suite, des liquidités tout de suite. Pour eux, c'est d'abord et avant tout le profit qui passe avant la santé des salariés. Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est que tout fonctionne autour de la loi du profit. Et c'est contre cette loi-là qu'il faut s'attaquer. Là, tu disais, tu parlais de l'usine qui avait continué à fonctionner. Comment se passaient les mesures de protection dans cette usine? Qu'est-ce qui a été mis en place? Il y a eu toute une série d'annonces. Moi, j'appelle ça un peu de l'effet de com. Maintenant, voilà, tous les salariés ont des gants, tous les salariés ont 2 à 3 masques par jour, qui pose un problème dans la situation encore aujourd'hui qui n'est pas résolue. C'est sur la pénurie de masques pour les salariés qui sont directement en contact avec le Covid, le personnel soignant, toutes les caissières de supermarchés, etc. Et c'est surtout le personnel soignant aujourd'hui qui en manque. L'entreprise PSA a un stock monumental, on ne sait pas encore à quelle hauteur, un stock monumental de masques chirurgicaux qu'elle réserve à l'ensemble de ses salariés quand elle décidera de rouvrir toutes ces usines. La réouverture de toutes ces usines, ça veut dire à peu près une consommation, on avait fait le calcul, 600 000 masques à la semaine, à peu près 2,5 millions de masques pour un mois de travail, un mois d'activité. Ça veut dire que la direction de PSA joue perso dans cette affaire. Elle est égoïste, elle joue pas du tout collectif, elle participe pas du tout au combat collectif que l'on doit mener contre le Covid. Et dans les mesures barrières précises à l'intérieur du site, il y a évidemment
la tentative de respecter les 1 mètre de distance qui est impossible au final à respecter dans certains ateliers. Et ça, c'est un problème qui va être général pour l'ensemble des usines. La parade qui est, semble-t-il, trouvée par la direction ou par les directions d'entreprise, parce que c'est un peu les mêmes politiques, c'est à la fois de mettre des lunettes, de mettre un masque et puis de mettre une visière supplémentaire donc, et de ne pas baisser les cadences. Voilà, ça veut dire qu'il va y avoir des conditions de travail qui vont être complètement exécrables pour sortir ces voitures. Donc, une information que tu m'as donnée que je ne connaissais pas, ça veut dire que PSA, ils ont des stocks de masques chirurgicaux qui n'ont pas été mis à disposition des soignants là, dans la période où tout le monde en avait besoin. Tout à fait, et ça, moi, j'assume cette affirmation. Tout simplement, quand il y a eu les premières tentatives de la direction pour rouvrir l'ensemble des usines, elle devait avoir des masques en stock. Parce qu'elle ne pouvait pas faire ordonner aux travailleurs d'aller reprendre le boulot sans leur donner des masques. La direction s'est engagée depuis le début à donner entre 3 et 4 masques par jour par salarié. Donc c'est énorme, c'est le minimum, mais c'est énorme. Et ça voulait dire qu'elle avait en stock déjà un certain nombre de masques. Alors, elle a communiqué pour dire qu'elle avait donné 700 000 masques dans les différents hôpitaux des différentes régions de France, ce qui est sans doute vrai. Elle le prétend, mais ce qui est sans doute vrai. En tout cas, je n'ai pas la preuve du contraire, donc je ne le dirai pas. Mais on a été mis au courant qu'à Sochaux, la plus grande usine de France, ce n'est pas de la bonne volonté de la direction de PSA d'avoir donné ces masques. Ils ont subi un ordre de réquisition du préfet pour donner ces masques chirurgicaux. Ensuite, ça a eu un effet sur la direction centrale, c'est qu'elle a donné la consigne à toutes ces directions locales de donner des masques et de ne pas tomber sous le coup d'un ordre de réquisition. Parce que là, ça fait un peu mauvais genre dans le tableau, quoi. Mais il est évident qu'elle s'est débrouillée, comme bon nombre d'entreprises privées, pour acheter des masques à l'étranger et puis les stocker et surtout pas les donner à l'ensemble des personnels soignants. Alors, si ça déconfine, si toutes les entreprises PSA, enfin, je ne sais pas quel est le plan de reprise, si vous le connaissez, pour le 11 mai ou le 4 mai, mais du coup, ça représente combien de gens tout ça? Entre PSA, les sous-traitants, combien de gens vont se remettre à travailler comme ça? Écoute, si on fait, il faut un peu raisonner à l'échelle de la filière automobile. Donc, on est obligé de mettre Renault et PSA ensemble parce que c'est pratiquement les mêmes fournisseurs, les mêmes sous-traitants. On estime à peu près à 400 000 personnes, 400 000 salariés qui devront se déconfiner, ressortir de chez eux, du coup prendre des risques et retourner au travail pour sortir des véhicules. Alors, c'est énorme. Avoir essayé de le faire il y a quelques semaines, c'était vraiment criminel. Alors que le pic de l'épidémie était même pas passé, alors que les hôpitaux étaient engorgés, qu'il y avait des cris d'alarme de l'ensemble du personnel soignant. Si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous. Bon, là, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que la direction, les patrons, le patronat de l'automobile n'en avait que faire. Et pour lui, c'était de sortir ces voitures. Alors, le programme, c'est un programme évidemment très progressif, en faisant d'abord appel à des volontaires et puis après en relançant les usines équipe par équipe. Il y a un élément sans doute qui est venu pour tempérer cette impatience du patronat de l'automobile de réouvrir immédiatement ces usines. C'est visiblement les prévisions sur le marché automobile qu'ils ont faites, qui sont des prévisions visiblement assez pessimistes parce qu'on est en pleine crise économique. En fait, cette crise sanitaire est un révélateur de la crise économique qui rampait déjà. Ça va l'accentuer, ça va l'aggraver. Et on va rentrer évidemment dans une période, moi je pense, de très grosses turbulences où le manque à gagner suite à cette crise économique, c'est nous qui allons le payer, nous, l'ensemble des travailleurs. La guerre économique entre les constructeurs automobiles va être encore plus forte, plus exacerbée.
ils vont la faire sur le dos de la société avec la peau des travailleurs, de l'ensemble des travailleurs. Et on voit bien que le gouvernement est à l'attaque en toute complicité avec ce patronat pour nous faire la guerre sur nos droits collectifs, sur l'emploi, sur les salaires. Et il va falloir qu'on se défende. Voilà, il va falloir qu'on ait un plan de bataille, nous, de notre côté, pour pouvoir se défendre, parce qu'il est évidemment inconcevable, inacceptable que l'on fasse les frais de la crise économique actuelle. Qu'est-ce que vous, salariés, syndicalistes, vous posez comme condition pour la question de la réouverture en termes de protection? Est-ce que vous êtes consulté d'abord? Si oui, quelles sont vos revendications? Comment vous travaillez là-dessus? Alors, on est consulté, évidemment. Il y a des réunions, il y a des audios, il y a des tours de terrain. Bon, moi, je suis convaincu de toute façon qu'ils sont incapables de réunir les conditions nécessaires pour nous faire travailler en toute sécurité. Dans les usines, dans les entreprises, ça n'a jamais existé. Donc, ce n'est pas maintenant qu'ils vont commencer à le faire où il y a encore un risque majeur. Ils vont mettre en place un certain nombre de mesures, ça c'est certain. La vie va changer dans les entreprises. Sans doute que les rassemblements à l'initiative des syndicats, les rassemblements de salariés vont être plus compliqués à organiser parce qu'on aura à se défendre du prétexte qu'on se rapproche. Et donc, on aura peut-être une interdiction de se rapprocher, une interdiction de se rassembler, en tout cas des pressions sur les salariés pour pas qu'ils se rassemblent, pour pas qu'on discute des assemblées générales, etc. Donc, ça va être une vie un peu différente, compliquée. Il va falloir trouver les moyens de se faire entendre et puis de se défendre. Mais exactement, concrètement, il y a toute une batterie de mesures qui sont, pour ma part, beaucoup d'éléments de communication pour tenter de rassurer les salariés pour qu'ils acceptent de revenir au travail. Parce que ce qu'on sent, nous, dans ces grandes entreprises de l'automobile, une grosse résistance à sortir de chez eux, parce qu'il y a d'abord une peur et une angoisse légitime de la situation, et aussi une méfiance absolue de la direction. On les connaît. Quand on a 10 ans et 15 ans d'ancienneté, on sait très bien que la sécurité au travail, ce n'est pas la priorité de nos patrons. La priorité de nos patrons, c'est de sortir la production, coûte que coûte. Bon. Alors là, bien sûr qu'ils ont pris des mesures, mais je suis convaincu qu'il va y avoir un certain nombre il pourra y avoir un certain nombre de réactions collectives une fois que le boulot aura repris, parce que les conditions de travail vont être extrêmement dures. Mais vous portez quoi? Par exemple, vous dites, je donne un exemple, vous dites pas de travail sans masques chirurgicaux. Est-ce qu'il y a des choses précises que vous commencez à avancer quand même? Alors, ce que revendique d'abord prioritairement, parce que les masques, la direction va nous les donner, les mesures barrières, elles seront impossibles à respecter, mais du coup, la parade qu'ils ont trouvée, c'est de nous mettre sous une armure tout en continuant à travailler avec les mêmes cadences. C'est ça qu'il faut réaliser. Donc, quelque chose qui va être humainement compliqué à faire. Mais là, il y a la question des tests. La question des tests, ils n'en parlent absolument pas du tout. Voilà, c'est une question taboue. Ils se réfugient derrière les consignes gouvernementales qui sont évidemment qui vont dans leur sens, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'obligatoire. On n'oblige pas les employeurs à tester les salariés. Alors, j'ai entendu là Vivendi qui avait annoncé qu'il allait tester ses 50 000 salariés. Ça veut dire qu'il a 50 000 tests entre les mains. C'est ce problème de cette pénurie de produits qui sont vitaux aujourd'hui, qui sont d'urgence, qui sont nécessaires. C'est les masques, les blouses pour les soignants, mais aussi les tests pour l'ensemble de la population et puis pour les salariés. Nous, ce qu'on revendique, c'est des tests à l'entrée des usines pour détecter les salariés qui seraient positifs, qui seraient testés positifs, pour les isoler, qui se soignent et puis qu'ils ne contaminent pas le reste de la collectivité de travail. Bon, ça nous paraît quelque chose de logique, mais de toute façon, on sait très bien que moi, je suis convaincu qu'il va falloir se battre pour obtenir ce genre de mesures. Après, Au niveau… Vas-y. oui, juste après, pour le démarrage,
Nous, on fait pas confiance à la direction. On fait pas confiance à la direction pour décider du moment de la reprise du travail. On fait non plus même pas confiance aux syndicats, aux autres syndicats qui sont main dans la main et qui sont prêts à signer tout et n'importe quoi. C'est pas eux qui vont aller travailler. C'est pas eux qui vont aller dans la tranchée. Donc, qui vont sortir de la tranchée plutôt. C'est les salariés, c'est eux-mêmes qui doivent décider collectivement du moment où ils doivent reprendre le boulot, où ils jugent nécessaire de reprendre le boulot. Alors ça, c'est un souci de démocratie, démocratie ouvrière, qu'il va falloir imposer, qu'il va falloir s'organiser pour l'imposer. Mais à mon sens, c'est un minimum. C'est ceux qui risquent leur peau qui doivent décider à quel moment ils la risquent le moins possible. Bon, nous, on est particulièrement sensible justement à cette question. Est-ce que ça commence à s'organiser? Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose d'atteignable? En gros, c'est les salariés qui décident de leur niveau de protection et du moment où ils recommencent à travailler. Alors, c'est là où c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple du groupe PSA, on est tous confinés, on est tous à domicile. On arrive à s'organiser pour avoir des discussions, mais c'est des discussions via Skype ou Zoom, voilà, des discussions audio virtuelles ou via WhatsApp. Donc, il y a des discussions collectives qui s'organisent. Maintenant, je vois pas comment on pourra collectivement, au moment J où la direction va siffler la reprise du travail, il va falloir qu'on se retrouve physiquement, soit sur le parking de l'usine, soit dans l'atelier, pour décider comment on prend le taureau par les cornes, comment on prend cette affaire-là. Et il n'y a que concrètement, physiquement, qu'on pourra décider en fonction de ce que les salariés sont prêts à faire pour organiser la bataille, quoi, en gros. Donc, on peut très bien imaginer un droit de retrait collectif ou une grève au cas où, sur le parking, comme tu dis, vous estimez que les conditions ne sont pas réunies, quoi. Tout à fait. Droit de retrait, alors il faut qu'il soit exercé d'une manière extrêmement large et massive, parce que le droit de retrait a été attaqué et durement attaqué, y compris chez PSA. Dans ce site à Vesoul, au tout début, il y a eu une quarantaine de salariés qui ont exercé leur droit de retrait, menacés de licenciement, les intérimaires, rupture du contrat de travail. Enfin, ça a été très dur. Du coup, les gars ont repris le travail. Mais le droit de retrait, il faut qu'il soit massivement exercé pour qu'il porte. En fait, il faut qu'il y ait une action très massive, très large. Et bien sûr que moi, je trouve que le moyen le plus sûr pour se protéger des attaques enfin du côté disciplinaire de la direction, c'est le droit de grève. Voilà, c'est la meilleure parade. Mais pour ça, il faut préparer les consciences, il faut discuter entre nous, il faut que les salariés, que les travailleurs, voilà, ils prennent conscience que là, on a l'habitude de ces formules euh, ils jouent avec notre peau, ils jouent avec notre vie. Là, ça devient vraiment du concret. C'est au premier sens du terme que ça doit se prendre. Je voulais t'entendre sur. J'ai vu qu'il y avait eu un communiqué qui avait réagi hier sur l'histoire des respirateurs air liquide dans lesquels PSA avait entre guillemets trempé. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé et ta vision des choses? Bah, écoute, c'est une affaire qui est très révélateur de l'organisation sociale de la société, du comportement des patrons de grandes entreprises, de très grandes entreprises. Hein. On parle d'Air Liquide, de Valeo, Schneider, PSA. Ce n'est pas l'artisan du coin. C'est des groupes industriels extrêmement imposants. Et il y avait cette pénurie de respirateurs médicaux auxquels il fallait faire face. Et cette initiative, que nous, syndicalement, à la CGT, on avait émis un avis favorable. On était d'accord, on était partie prenante, on était même volontaire. Donc, c'est quand même assez rare pour le souligner. Parce que là, pour le coup, c'était réellement de sortir une production urgente, vitale et nécessaire. Bon, on avait quand même communiqué que ça venait très tard dans ce moment de crise de l'épidémie, du virus. Et parce que c'est là où c'est complètement dingue, c'est qu'on vit dans un système capitaliste où il n'y a aucune planification, non seulement à l'échelle mondiale, mais même à l'échelle d'un pays, même à l'échelle d'une région. Quand on est face à une telle pénurie, bah, on devrait pouvoir véritablement mettre les talents des uns et des autres, les connaissances, les expériences, les compétences des entreprises les unes avec les autres pour organiser, pour planifier
une production qui est vitale et urgente pour le moment, pour la santé publique. Bon, ça a mis énormément de temps et force est de constater quand même que une enquête de Radio France, enfin de la cellule d'investigation de Radio France, c'est pas les respirateurs médicaux qui devaient aller dans les salles des malades du Covid qui étaient fabriqués, mais des petits respirateurs médicaux légers, des petits ventilateurs qui équipent les véhicules de sapeurs-pompiers et les véhicules du SAMU. C'est bien, mais c'était pas l'urgence et c'est toujours pas l'urgence. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont préféré produire ce type de respirateur parce qu'il y avait un effet d'annonce, un effet de com dans cette histoire, parce que derrière, PSA avait comme projet de réouvrir ces usines pour fabriquer des voitures. Donc, on en était à 100 salariés qui fabriquaient des respirateurs médicaux pour à peu près 30 000, 35 000 salariés qui allaient fabriquer des voitures. Bon, on voit mais il y avait un effet de com. Et on se rend compte de la supercherie du mensonge. Et on a vraiment communiqué là-dessus, sur le fait qu'ils ont menti aux salariés de ces entreprises, ils ont menti au personnel soignant, ils ont menti à la population. Ils sont prêts à mentir à l'ensemble du pays pour défendre leurs profits, pour défendre cette loi du profit à laquelle ils participent et puis qui soutiennent. Alors qu'on aurait pu organiser la production différemment. Si les salariés, à la fois les ouvriers et les ingénieurs de ces entreprises, les infirmières, les médecins avaient eu le contrôle sur cette production, c'est évident qu'ils n'auraient pas donné leur feu vert pour produire des petits ventilateurs, petits respirateurs médicaux. Ils auraient imposé un autre choix, le choix qui était vital à ce moment-là et qui est encore vital aujourd'hui, de produire des respirateurs médicaux plus puissants pour aller sauver des vies dans les lits d'hôpital, quoi. Parce que ce que tu dis, Jean-Pierre, c'est que ça n'a pas été produit parce que ces entreprises, ensemble, avec ces capacités, n'auraient pas été capables de produire d'autres respirateurs. Ça a été produit pour des effets d'annonce et de business interne, quoi. C'est ça ce que tu es en train de me dire. Ils auraient très bien pu faire d'autres respirateurs. Bien sûr, mais ça aurait pris plus de temps. Je pense qu'ils auraient dû y mettre plus de moyens financiers. Et, et ça les intéressait pas. En tout cas, Peugeot, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est voilà, de mettre à la disposition d'Air Liquide une centaine de salariés, d'avoir une production étalée sur 2 mois, qui allait durer 2 mois, très provisoire, et puis que ça aille très vite. Et puis, par contre, un effet de com qui pouvait être assez puissant pour cacher le fait que derrière, ils essayaient de relancer leurs usines pour fabriquer des voitures. Alors, patatras, c'est ballot, mais il y a des journalistes encore en France qui arrivent à faire un réel travail de terrain et à mettre la vérité au grand jour. Tant mieux, nous, on soutient ce journalisme et on n'a pas mégoté sur le fait que réellement, ils ont menti. Et c'est là où il ne faut pas leur faire confiance. Il ne faut jamais leur faire confiance, y compris quand ils ont des belles intentions, comme c'était le cas. Il s'avère que, en fait, derrière, il y a eu tromperie sur la marchandise. Au niveau des salariés, est-ce que tu peux me dire combien ont été en chômage partiel et du fait que le chômage soit pas à 100% du salaire, je suppose que les salariés de PSA ont aussi une partie de leur salaire en prime, des heures sup, etc. Quelle a été la perte de pouvoir d'achat, de niveau de vie pour les salariés là, durant cette période? Je crois qu'aujourd'hui, c'est presque 35 000, 40 000 salariés. Enfin, c'est la totalité presque des salariés en CDI du groupe, puisqu'ils ont arrêté le télétravail, ils ont arrêté la recherche et développement, ils ont tout arrêté là en ce moment, qui sont en allocation partielle. Alors, l'allocation partielle, comme tu le disais, c'est 84% du salaire net. Il reste les 16% manquants. Les 16% manquants, la direction a trouvé le moyen de nous les faire payer à nous via la création d'un fonds où la direction nous prend des jours de congé pour compléter les 16% manquants. Là-dedans, il y a une catégorie de l'entreprise, du groupe qui n'est absolument pas mis à contribution, c'est les actionnaires. Les actionnaires, c'est tabou, on n'en parle pas. On nous dit qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, ce qui est un autre mensonge.
au début de la crise sanitaire, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait la secrétaire d'État à l'économie qui disait que c'était le moment de faire des bonnes affaires quand les bourses dévissaient. Une affirmation assez cynique. Et la famille Peugeot a très bien senti le coup et elle a racheté des actions PSA pour 230 millions d'euros quand même. Donc un bon coup boursier pour se mettre en meilleure position vis-à-vis des actionnaires de Fiat, parce qu'il y a toujours cette alliance en négociation entre Fiat et PSA. C'est-à-dire qu'ils ont renforcé leur position au sein du groupe PSA à hauteur de 230 millions. C'est quand même une famille qui a de l'argent. Et pour la contribution et la solidarité, les actionnaires sont protégés. Voilà. Il n'y a pas un seul centime qui met la main à la poche. Alors, à la fois, les actionnaires ne sont pas mis à contribution et le groupe, c'est un véritable scandale, cette affaire d'allocation partielle, un groupe multimilliardaire qui bénéficie de toutes les aides publiques, c'est un véritable scandale. Ils n'ont pas payé leurs cotisations sociales, ils bénéficient de l'allocation partielle, ils continuent à bénéficier des aides XY qu'ils reçoivent, et les actionnaires, eux, vont se voter le 25 juin à leur Assemblée générale le versement de 1,1 milliard de dividendes. L'allocation partielle, c'est nous qui la payons. Nous, nos cotisations sociales, on les paye. On paye sur des cotisations chômage et derrière, on paye nos impôts et en plus, on va donner, ils vont nous prendre des jours de congé. Donc, on paye 3 fois dans cette histoire-là, ce qui est un véritable scandale. On a voté, les députés France Insoumise, contre le projet de loi de finances rectificative, notamment du fait qu'il n'y a aucun critère annoncé, sociaux, environnementaux, sur les 20 milliards d'aides aux entreprises qui vont être attribuées par l'État. Est-ce que tu as un peu des informations, est-ce que vous avez des informations sur la partie de ces aides qui pourraient aller à PSA et pour quelles raisons, sur quel objectif? Est-ce que là-dessus, vous savez des choses? Aucune. Aucune information ne transpire de la part de la direction centrale. Ce qu'on apprend, c'est via la presse, voilà, tout simplement, mais on n'a aucune information qui sort de la direction centrale sur les aides. Voilà, on sait qu'ils touchent l'allocation partielle, mais sinon, on n'a pas d'autres éléments. Là, on est dans le flou complet, quoi. Alors, tu es comme moi, tu as entendu le chef de l'État qui expliquait que le marché ne peut pas tout et qui parlait du monde d'après, qui parlait des jours heureux, etc. Bon, je pense que toi, ni moi, ni croyons de la part du chef de l'État. Mais du coup, si on estime que là, c'est une crise du capitalisme et pas seulement une crise épidémique, comment tu vois comment tu penses qu'on pourrait reconstruire un monde d'après? Comment tu vois dans les éléments actuels quelque chose qui permettrait justement de transformer les choses en profondeur? Moi, je pense qu'il faut changer la société de fond en comble. Qu'il faut le problème aujourd'hui, on le voit simplement si on prend les produits de base aujourd'hui qui sont vitaux, les masques, les blouses, les vaccins, c'est le Far West. Au niveau de la planète, c'est le Far West. C'est celui qui a la plus grosse valise de dollars qui peut acquérir ces marchandises. Il n'y a aucune entraide, aucune mutualisation, aucune solidarité entre les États. C'est chacun pour soi, y compris dans l'Europe. Et on est là, on touche les racines du mal. C'est vraiment l'organisation sociale. On le voit avec des groupes. Aïe, il n'y a plus la vidéo. Ah si, ça y est. On le voit avec des groupes multimilliardaires comme PSA, comme tous ces groupes industriels et financiers. C'est eux qui ont la main mise sur l'appareil de production. C'est le chacun pour soi, c'est la loi du profit. C'est en fait tous ces moyens de production qui devraient être, où on devrait leur ordonner de planifier la production. Emmanuel Macron, c'est pondre des ordonnances, c'est ordonner aux travailleurs de travailler plus longtemps, 60 heures, de remettre en cause leurs congés payés, de remettre en cause les jours fériés, etc. Aux employeurs, aux actionnaires du CAC 40, il n'y a aucune ordonnance qui va à leur rencontre. Au contraire, c'est banco, c'est des cadeaux en veux-tu, en voilà. C'est l'État avec son argent soi-disant magique qui arrive. Le jour d'après, il faudra qu'on s'attaque aux racines du mal, c'est-à-dire qu'il faudra que
qu'on s'attaque à cette propriété privée des moyens de production, il faudra qu'on leur arrache. Et pour ça, il n'y a que les travailleurs qui en sont capables de le faire à travers leur mobilisation, en ayant conscience qu'ils ont, ils ont tout intérêt à partir dans cette bataille, parce que cette minorité aujourd'hui qui dirige l'économie, qui pèse un poids énorme sur la société, elle nous emmène dans le mur, elle nous emmène dans la faillite économique. Les jours qui vont suivre là vont être catastrophiques pour l'ensemble de la société. On va rentrer dans une guerre économique, dans une guerre sociale sans précédent. Et c'est vrai si on ne se bat pas, mais si on ne prend pas conscience qu'il faut renverser la société, qu'il faut renverser le capitalisme, on ne pourra pas s'en sortir. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans une situation où on peut, par des petites réformes, essayer de mettre un petit plâtre sur un trou béant. C'est impossible. Aujourd'hui, on sera obligé de nous dire c'est eux ou c'est nous. Voilà. Ok, bon, bah, je te remercie. Je pense qu'on s'est dit pas mal de choses. Merci d'avoir participé à cette audition. Et puis, bah, on va suivre justement ce qui se passera sur les parkings des usines PSA prochainement. Voilà, pour entre guillemets, pas se laisser faire. Merci à toi. Merci de l'invitation. Ok, merci. À bientôt, Jean-Pierre. Ciao. Ciao, Eric.